Bonjour à tous et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Ponsard-Gutneck, Mihaol Bosango-Griafa et Aurélien Morinière pour la série Visage ce que nous sommes, dans laquelle nous suivons le destin de Georg que nous découvrons en 1927 dans un orphelinat catholique du sud de l'Allemagne. Pouvez-vous nous présenter ce personnage? Georg est un jeune garçon qui se retrouve effectivement dans un orphelinat et il se fait traiter de bâtard par ses camarades et du coup, ça l'intrigue. Il va faire rentrer par effraction dans le bureau de la mère supérieure, prendre le dossier qui le concerne et découvrir qu'effectivement, il est un sang mêlé avec un père français, Louis Carbraz, un breton, donc un poilu de 1914, et Lieselotte Ruf, une photographe et qui s'était engagée comme infirmière, mais du côté allemand. Donc voilà. Et il va partir à leur recherche. Voilà, ça démarre comme ça. Voilà qui est Georg. Donc on suit sa quête, en fait, c'est un petit peu le fil rouge au cours des 4 tomes qui composent la série. Alors Aurélien, est-ce qu'on appréhende graphiquement un personnage à l'arbre généalogique aussi complexe comme un autre? Enfin, déjà, quand on aborde un personnage, quel qu'il soit, on l'aborde par le biais psychologique, avant tout. Il y a des descriptifs physiques parfois, mais en vrai, ce qui va marquer vraiment le trait, c'est l'émotion et la description physique. Donc forcément, un personnage comme Georg, dont on sait d'où il vient, on ne va pas le travailler de la même manière, mais c'est même pas forcément des traits physiques que plutôt des expressions et des manières de le caractériser dans sa gestuelle ou des choses comme ça. Et puis ça s'alimente au fur et à mesure, au fil de la réalisation d'une série comme ça sur 4 tomes. Les personnages s'enrichissent. Je pense que, en plus, je commence par le dessiner enfant et c'est plutôt neutre comme moment dans la vie. Je pense qu'on n'est pas marqué physiquement de la même manière et on ne peut pas les caractériser de la même manière. Moi, finalement, les personnages, je les ai, que ce soit Georg ou les autres, hein, je les ai fait évoluer en même temps que ma compréhension de leur psychologie, quoi. Même si j'y avais accès, parce que j'avais accès à l'histoire en entier au départ, moi, j'ai mûri en même temps, et je pense que c'est pareil pour Mihol et Nathalie. Ah Euh, oui, nous avec, ouais. donc, de base, comme pour résumer, les personnages, on les aborde toujours par le biais psychologique avant tout. Et puis ceux-là, ouais, enfin, ils sont un peu particuliers et en fait, ils ont évolué en même temps que nous. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu plus caractérisés que d'autres personnages que j'ai pu faire s'exprimer dans d'autres albums quand même. Mhm. Ouais. Pareil pour moi. Il y a aussi le fait que Georg est un petit peu le sosie en blond de son père, Louis. Voilà. Et ça a une importance dans l'intrigue. D'accord. Alors, on dit que toutes les histoires sont des histoires d'amour, même les histoires de guerre. Un visage, ce que nous sommes, c'est tout cela tout en allant bien plus loin. Alors, il y a une citation de Gauguin qui est le titre de l'un de ses tableaux les plus fameux et qu'on voit en préambule de l'album. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Est-ce que Visage est une histoire de guerre, une histoire d'amour, les deux à la fois, ou bien est-ce autre chose? Je pense que Visage, c'est avant tout une histoire humaine. Donc, ça a été vraiment notre parti pris de, de, d'a- d'imaginer, d'essayer de retrouver euh, l- la dimension humaine dans la grande histoire. Parce que pour nous, c'est pas la grande histoire qui faisait les gens, mais c'était les gens qui faisaient la grande histoire. Donc, c'est c'est ça, c'est-à-dire qu'on va suivre 5 personnages principaux et, et d'autres aussi. Donc on a 7 personnages en tout qui vont se croiser, qui vont croiser leur destin aussi sur fond de guerre, d'entre-deux-guerres. Et voilà, donc en fait, c'est une continuité du tome 1 jusqu'au tome 4, pas une continuité chronologique, mais une continuité dans le sens où on les suit, ces personnages. Ils vont nous emmener avec eux.
Alors, comme pour faire un pied de nez à Gauguin, c'est l'art qui réunit Liselotte et Louis dans le premier tome. Si elle est photographe, lui est un dessinateur, mais aussi un artisan qui transforme les douilles en bijoux. Est-ce que l'art est le salut du monde? Moi, je pense que l'art est vraiment le salut du monde parce qu'il a une force qui est incroyable de transformer du négatif en positif. Et dans le cas précis de ce contexte, de ces contextes de guerre, il l'est d'autant plus. Et je dirais même, pour moi, c'est vraiment c'est euh, c'est l'expression de la résilience. C'est-à-dire C'est que exactement ça. ces gens-là, grâce à l'art, ils ont pu sortir d'un moment précis qui était complètement absurde et sordide et en faire quelque chose de beau et intemporel. Voilà. D'accord, Et Muriel? donc, par rapport Mm. et le cas le plus appliqué, c'est l'artisanat des tranchées. C'est ça Ouais, qui nous a énormément ouais. touchés au musée. De la Grande Guerre du Pays de Meaux, ouais. Parce qu'en fait, quand il y a une salle qui est consacrée vraiment à cet art, parce que ça n'a pas été un phénomène isolé, hein. Énormément de soldats, d'ailleurs des deux camps, hein, ont récupéré des douilles, ont récupéré des tas d'objets du Du bois, bois, voilà, enfin, plein de choses pour en fait. en faire des objets qui pouvaient avoir plusieurs destinations, ça pouvait être ritualisé. Souvent, ils ont fait des croix, des choses comme ça. Il y avait la religion qui rentrait dedans, mais pas seulement. Vous aviez aussi des pin-up. Voilà, c'était assez extraordinaire la variété. Et cette salle au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, là, elle m'a vraiment captivé. Et du coup, on s'est dit qu'on pouvait vraiment, vraiment montrer ça. Le fait, c'est quelque chose qu'on retrouve actuellement, par exemple en Ukraine. Il y a eu une Oui. exposition à Paris, dans le 11e arrondissement de Paris. C'est une association, en fait, Asie Nizimasa, qui a retrouvé des enfants en errance dans le métro de Kharkiv, la station de métro Assemblée nationale. Et donc, ils ont pris ces enfants qui étaient vraiment voilà, laissés à eux-mêmes et ils ont fait un projet où ils ont redécoré le métro avec des fresques. Et je trouve que ça, et on voit la tête de ces gosses, on voit la puissance et la naïveté dans leurs œuvres. Et donc, c'est de toutes les époques, hein. C'est pour ça que et cette capacité à transformer du lait en beau, c'est probablement l'une des choses qui nous sauve, nous, êtres humains, quoi. Ouais. Oui, et puis par Oh, ailleurs, par ailleurs pour refaire un parallèle avec la question d'avant, c'est qu'on parlait d'histoire humaine. Il se trouve qu'il n'y a plus grand-chose qu'on peut qualifier comme le propre de l'homme maintenant, à part peut-être le propre de notre espèce, à part peut-être la dimension artistique de notre interprétation du monde. Et je pense que justement, si on parle d'histoire humaine et de vous parliez d'amour, des choses comme ça, bah en fait, là, l'art, c'est son expression la plus essentielle finalement. Donc je pense que c'est aussi une sorte de figuration de que cherche à transmettre cette histoire aussi, quoi. alors, heu, sans vraiment en parler, l'histoire pose aussi la question de la croyance et de la religion, en organisant la rencontre entre Liselotte et Louis dans une église à moitié détruite. Est-ce que, quand l'on fait face à un tel drame, les rapports avec le divin se trouvent bouleversés, dans un sens comme dans l'autre? Ouais, C'est vrai que finalement, enfin, finalement, parce que on va, la religion va être présente dans les 4 tomes sous des formes différentes. Parce que pour nous, c'était pas vraiment la religion dans son expression première, mais comme un élément identitaire. Donc voilà, donc c'était pas du tout un positionnement par rapport à la croyance en elle-même, mais ce que ça représente. Et c'est Ouais. vrai qu'on s'est posé la question, Niol et moi, quand ces gens-là qui étaient dans cette situation, ils avaient quoi comme choix? Et donc, on s'est dit, ils pouvaient croire en quoi? Et toi, Ouais. tu as dit, Bah, en fait, vous pouvez croire en vous-même, parce qu'il faut survivre, il faut avoir la capacité mentale de sortir de là vivant, parce que quand même les tranchées avaient ce côté de guerre, de ras de tunnel qui était terrible, où vraiment on est réduit à une animalité où la partie humaine est gommée, et aussi bah, croire en une cause, éventuellement, quelle qu'elle soit, et c'est ce qui permet effectivement de tenir. Donc c'est plus on n'a pas besoin d'église ou de religion. La foi suffit, par exemple.
Voilà. On peut très bien se passer du culte, on peut se passer des cérémonies et autres. Donc là, c'est davantage une question de croire en quelque chose. Oui, mais c'était aussi ce qu'on avait dit, c'est que en fait, le divin, il est dans l'Église qui est détruite, mais il est aussi sur le front avec des choses, des circonstances qui sont incroyables. Ouais. Louis, l'immortel, il passe entre les bombes, Entre les balles, et les pardon. bombes aussi, ouais, les obus. Ouais. Et l'Iselote, c'est l'ange des tranchées. Donc cette divinité, elle est là, elle est dans ce caractère extrême de la situation. Oui, nous, encore une fois, on a un éclairage qui est toujours vu d'en bas. On ne prend pas le vu d'en haut. Donc, on est avec Louis dans les tranchées, on est avec Éliselotte dans son infirmerie, on est à ce niveau-là. Donc, l'humain et le divin se confondent et ils montent, quoi. Voilà. Alors, Ouais. Aurélien, est-ce que quand tu as représenté cette scène, est-ce qu'il y a eu un rapport spécial, je ne sais pas tellement comment formuler ma question. euh, Il est devenu bouddhiste zen à la suite. voilà. Non, 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 je pense que justement, c'est le côté transcendant de l'amour qui peut unir ces personnages-là qui se révèlent d'autant plus que ça se passe dans un lieu de mystique. Voilà. Après, moi, en tant qu'athée pur et dur, je vois de la mystique plutôt dans justement les actes assez triviaux. Oui. Et, même si on ne peut pas dire que l'amour soit quelque chose de trivial, bien que c'est pas pour ça que ça enlève de la beauté à la chose, hein. Mais voilà, disons que encore une fois, je rejoins Mihol là-dessus, c'est-à-dire je vais plutôt aborder la chose par quelque chose de plus terrien, de plus charnel et, ouais, vivant, Mhm. et pour le porter vers quelque chose de plus mystique, mais ça vient dans ce sens-là. C'est pas une illumination par le haut, effectivement. Je vais reprendre la citation, l'histoire est le visage de l'aventure humaine. Alors, si tout un chacun essaye d'écrire l'histoire de sa vie, le XXe siècle en particulier l'a fait à la place de millions d'hommes et de femmes. Et c'est-à-dire que ces millions d'hommes et de femmes au cœur des conflits n'ont été que des pantins, des marionnettes dans les mains du siècle et par-delà donc, des dirigeants, quoi. Bah justement, nous, on pense le contraire. On pense que c'est, ils ont continué à être eux-mêmes et c'est le résultat de toute cette énergie qu'ils ont mis à, à, à- à résister ou à participer, à survivre dans ce qui était imposé, qui constitue la grande histoire. Et c'est pour ça qu'on est allé les rechercher. Et c'est vrai que ça a été vraiment un cheminement. Et moi, je sais déjà personnellement, ça a été un cheminement de cette recherche d'identité, de sens, de vérité, de réponse en fait. Et quand j'ai commencé la BD, j'étais persuadée que là où on était le plus soi-même, c'était dans les choix qu'on faisait. Pour nous, dans notre liberté de choix, c'était ce qui nous représentait le plus. Et après ces 8 ans passés sur le visage, aujourd'hui, j'arrive à me dire, là où on est vraiment, vraiment révélé à soi-même, c'est dans les choix qu'on fait, dans des situations qui nous sont imposées, comme celle-ci. Là, on est vraiment nous-mêmes. En plus, visage ce que nous sommes, c'est également cette idée qu'on est composé de multiples identités, qu'on a de multiples facettes. Donc tout ça vient dans un jeu d'écho et de miroir s'éclairer. Donc oui, mais là, à la base, c'est ça. C'est bien vu les choix qu'on nous impose. Oui, les choix par rapport aux situations qu'on nous impose. Ouais, ça c'est très vrai. On va donc suivre sur 3 générations la destinée de 5 membres d'une même famille, de façon pas toujours linéaire, avec des flashbacks. Comment avez-vous construit votre scénario pour ne pas vous perdre et pour ne pas perdre le lecteur? Alors, déjà, on a vraiment, vraiment tout pensé en avance. C'est-à-dire au moment où on voulait absolument que cette série qui nous tient très à cœur ne soit pas interrompue, ce qui est malheureusement souvent le cas dans la bande dessinée, hélas, pour des raisons diverses et variées. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on signe les 4 volumes ou rien. Et pour ce faire, on a fait les chemins de fer des 4 tomes complets. C'est-à-dire qu'on a intégralement découpé, prédécoupé les 4 tomes. C'est-à-dire page Voilà. par page, Page par page. strip par strip, Ouais. par case.
moi, je suis Graphiste, ouais. graphiste, donc j'ai fait tout un système de pictogrammes pour chaque personnage, un système de code couleur par période. Et donc, en fait, quand vous ouvriez la double page du chemin de fer pour chaque tome, vous pouviez visualiser très, très rapidement l'intervention des différents personnages, donc la rythmique de leur apparition, la rythmique des périodes couvertes dans chaque tome, et ainsi de suite. Donc, il y avait plusieurs niveaux de lecture, et j'avoue qu'on a fait un travail de dingue, Ouais. où on s'est même On s'en carrément, est aperçu après, ouais. on s'est fait peur, parce que c'est-à-dire, vous imaginez, au début du projet, on couvre les 4 tomes, on séquence tout, on dit voilà, telle action sur chaque double et et c'est clair qu'au moment de l'écriture, on est arrivé à des choses où, enfin, c'était tellement complexe, tellement élaboré que on s'est fait peur, on s'est dit mais comment on arrive à retomber sur nos pattes, enfin vraiment, on s'est dit mais quand on a fait ça, on était dingue, on n'a pas mesuré la prise de risque que ça représentait, et en fait on a suivi exactement. Bon, bien sûr, il y a eu des choses qui ont évolué, et qui ont changé, mais on a vraiment suivi la trame de base, il n'y a pas eu de modification. Ce qui était le plus dément, parce que évidemment, quand vous écrivez ensuite vraiment le scénario à proprement parler, vous y allez tome par tome, séquence par séquence. Mais on s'est aperçu après que non seulement au sein d'un tome, on avait l'équilibre des apparitions de personnages comme un temps à l'écran d'un acteur, vous voyez, ce genre de choses. Et en même temps, il y avait un entrelac qui était tissé entre chacun des tomes pour chaque personnage. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, pour la petite histoire, ces 4 chemins de fer ne faisaient pas partie du dossier que nous avons initialement présenté à Glénat. Et donc, notre éditeur Benoît Cousin, on s'attendait effectivement à ce qu'ils nous disent oui, bah, je ne sais pas si vous allez pouvoir tenir un truc pareil sur 4 tomes. Et donc, quand on a eu la première réunion, et ben là, on a sorti les 4 chemins de fer, 4 pages à 3 sur les trucs. Et là, il a dû se dire, ce sont des malades. Oui, il a pensé, on a vu les yeux, ouh là là. Et alors, Aurélien, est-ce que ça n'a pas été trop contraignant à tenir est-ce que des fois, tu as fait changer des choses, peut-être pas dans l'ordre des séquences, mais plus dans le découpage Ah, dans le découpage, ça a pu adoré tout ça. arriver. Ça a pu arriver dans la structure de certaines planches, mais globalement, oui, de toute façon, sur le rythme, c'était tellement calibré, même pour eux, c'est-à-dire heureusement qu'ils avaient fait ça, parce que quand il s'est agi de réécrire une partie du tome 2 pour rééquilibrer le récit après l'écriture du tome 3, ben, je pense que heureusement qu'ils avaient cette structure-là pour se repérer dans ce labyrinthe-là, parce que tout ça, ça relève d'une intention aussi narrative. Et moi, il n'est pas question que je vienne perturber ce truc-là. Ah, j'ai une idée. Non, ça marche pas. Donc, en revanche, il est arrivé, oui, que sur certaines problématiques purement techniques de narration, sur une planche, tu vois, il a pu arriver que je dise, ah bah, moi, j'ai une idée qui pourrait rendre la narration plus fluide. Et voilà, on en discute et ça se fait. Mais voilà, c'est à la marge, hein. Comment tu as géré le passage d'une époque à l'autre? Est-ce que tu as fait confiance à la clarté du scénario? Est-ce que tu as utilisé Bien des sûr. différences graphiques ou colorimétriques, voire d'autres astuces de dessinateurs? Bah, disons que quand c'est très ponctuel, il peut y avoir des astuces colorimétriques, voilà, parce que disons, c'est un flashback, on va le faire en sépia et tout. Là, c'est la structure du récit qui est fait des allers-retours et qui fait des effets miroirs, qui fait des échos dans le parcours de tel ou tel personnage. Et là, en fait, ça aurait été très casse-gueule et un peu. Oui, je pense que ça aurait été lourd en termes d'effets narratifs. Donc, j'ai préféré m'appuyer complètement. Enfin, c'est pas moi qui ai préféré, voilà, c'est un choix à tous les trois. On dit, bah non, on va pas faire de petites astuces pour changer un petit peu les thèmes. Alors, moi, j'ai des thèmes de couleur un petit peu, quoi, mais c'est pas des choses qui sont hyper marquantes, qui font une idée, qui coupent la linéarité du récit, quoi. Sinon, je pense qu'on se serait on aurait eu quelque chose d'un un peu qui tenait à distance. Faut que ce soit immersif quand même là. Donc non, je me suis appuyé quand même sur le scénar et j'ai fait confiance à cette structure là, quoi.
Moi, je trouve que la maquette de la collection est magnifique. Moi, j'ai eu la chance de voir dans le dossier de presse les couvertures des 4 tomes. Alors, Nathalie, tu nous disais que tu étais graphiste. C'est toi qui as conçu cette maquette? Non, c'est Nicolas Barberon. Nicolas Barberon de chez Glénat, le service qui est dédié aux couvertures. Et d'ailleurs, c'est aussi lui qui a maquetté les cahiers historiques de fin. D'accord. Ouais, évidemment, on a travaillé avec Nicolas, notamment Nathalie, parce qu'en tant que graphiste, forcément, ils parlent le même langage. Mais c'est vrai que Nico, on est allé le chercher parmi c'est parce que j'ai des amis communs avec lui. On est allé le chercher et il s'est super impliqué, quoi. Donc, sachant qu'ils ont une charge de travail, c'est une petite équipe, ils ont une charge de travail absolument démentielle. Et là, quand on voit le résultat, waouh, quoi. Donc en fait, on a débriefé, parce que nous, on avait déjà travaillé sur une première maquette, mais il y a plusieurs années, et c'était pareil, c'était en phase de... on n'était pas mûr on était au milieu du projet. Et c'est vrai, quand on est arrivé à la fin, là, on était vraiment à la fin, et qu'on a repensé cette couverture. Donc déjà, moi, j'ai fait le tour des librairies, j'ai fait plein de photos, parce que c'était une façon d'être à la place du potentiel lecteur. Donc, j'ai fait mon analyse de terrain comme une bonne graphiste. Et donc, j'ai regardé qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on voit en premier, qu'est-ce qui attire l'œil, voilà. Donc, on était tous d'accord que plus c'était simple, plus c'était efficace. Et il fallait quelque chose de clair, d'épurer, quelque chose d'essentiel. Et Mio l'a dit, l'essentiel, c'est le visage. Les visages, le titre visage, donc on prend les visages des quatre principaux. L'essentiel, on va au visage. Voilà. Alors, il y a aussi les titres qui sont énigmatiques et qui amènent à la découverte. Le premier s'appelle Derrière les signes ennemis. On aurait pu s'attendre à Derrière les lignes ennemies. Pourquoi cette subtile différence? En fait, oui, c'est bien sûr, c'est un jeu de mots. C'est le littéraire de la bande. Ouais. J'ai compris. On voit le canet qui subsiste. En fait, c'est vraiment le principe que sur un champ de bataille aussi, il y a des choses qui ressortent. Il y a par exemple il y a du signifiant, du signifié dans on a pour l'exposition au Goethe Institute, qui est la première expo sur Visage ce que nous sommes. Oui, je sais, petite avant-première. Il y a 2 expos. On a vu au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux qu'ils avaient des répliques de casques en plastique. Et c'est impressionnant de voir la différence entre un casque français, un casque allemand et un casque britannique, anglais, des Tommies de l'époque. Ce qui faisait qu'en fait, vous aviez beaucoup de signes sur le champ de bataille. Comme tout était un peu gris ou boueux et autres, fallait immédiatement reconnaître l'autre. On a bien vu que les soldats français ont été obligés de changer d'uniforme en cours de route parce que sinon ils faisaient des cibles extraordinaires. Voilà. Donc le bleu horizon est arrivé après pour justement faire en sorte qu'on puisse mieux se protéger. Donc en fait c'est ça, c'est un faisceau de références culturelles. C'est ça derrière les 6 ennemis. Donc comme on vogue entre plusieurs nationalités, plusieurs identités, il faut parfois des signes qui sont pertinents et repérables. Alors le tome 2 qui paraît dans quelques semaines s'appelle La pratique Andromaque. Alors quand on fait des recherches à ce sujet sur le web, on tombe sur le Kama Sutra. Faut-il s'attendre à faire l'amour et pas la guerre ou ça n'a rien à voir? C'est chouette comme interprétation et on va peut-être gagner du lectorat. Ah oui. Mais en fait, non, pas du tout. C'est qu'en fait, l'un de nos personnages, donc Louis Carbraz, le poilu breton, c'est un artiste et il fait, après remarque, du coup, maintenant on sait qu'il s'en sort. Après la Première Guerre mondiale, on le retrouve dans les années 20 et il réalise des affiches, des décors de théâtre. Et à un moment, on lui propose, parce qu'il y a un manque d'auteurs à l'époque, de faire une mise en scène. Et il choisit pour ça d'adapter Andromaque de Racine, mais avec des costumes de poilus et de le mettre dans un contexte de Première Guerre mondiale. C'est pour ça que ça s'appelle La pratique Andromaque. D'accord.
Alors, on va essayer de continuer sur les titres en spoilant le moins possible, hein. Alors, le tome 3 nous amènera vers la fontaine ardente. Alors, est-ce que là, on va se trouver au cœur d'un conflit impossible comme celui entre l'eau et le feu? En fait, la fontaine ardente, c'est Apollinaire, hein, c'est le sang. Voilà, c'est le sang, la fontaine ardente. Dans tous les conflits, dans tous les enfin, le sang est une couleur et voilà, c'est extrêmement fort, c'est du rouge, c'est fort symboliquement. Il faut savoir aussi je pense que bah, je suis en train d'y réfléchir maintenant à cause de ce qu'a dit Aurélien tout à l'heure. Je pense aussi que ces titres m'ont été dictés par le fait que Aurélien, qui est non seulement un dessinateur et un coloriste de talent, est aussi un peintre incroyable. C'est un peintre symboliste ce qui est dingue chez Aurélien en fait, c'est que en noir et blanc, c'est déjà d'une puissance infinie. Donc vous dites, vous voulez surtout pas d'un autre coloriste pour gâcher ça. Et puis hop, il sort ses couleurs et waouh, on se reprend une couche de voilà. Et donc je pense que c'était un petit peu ça. Le poème d'Apollinaire en plus, Apollinaire qui est mort de la guerre de 14, hein, qui a été blessé, on connaît voilà, le portrait avec le bandage autour de la tête. Et donc, le poème dans lequel on trouve cette citation, c'est Si je mourais là-bas. Voilà, qui est assez fort et que je recommande à tous, notamment ceux qui s'intéressent à la Première Guerre mondiale, parce que, comme souvent chez Apollinaire, c'est d'une force Et qui est un impressionnante. poème d'amour. Et c'est un poème d'amour, exactement. On continue avec les références poétiques, avec Aimé Césaire qui donne son titre au tome 4, Soleil coup coupé. Alors, le soleil coup coupé, c'est une exclamation elliptique qui sonne le glas du monde nouveau, décapité et d'avance perdu. Tout Euh, à fait. C'est très bien vu, effectivement. Aimé Césaire l'a repris, mais il l'a repris en fait d'Apollinaire. Et Soleil coup coupé, c'est le dernier vers de son poème Zone. Voilà. Zone qui a été composé entre autres. Euh, Aujourd'hui, vous avez la Cité de l'Immigration au Palais de la Porte Dorée, et c'était autrefois le musée des arts africains et océaniens. Et c'était le musée préféré de Picasso, d'Apollinaire, d'énormément de peintres et d'écrivains de l'époque. Et donc, effectivement, Soleil coupé, c'est exactement ce que vous avez dit. Césaire l'a très bien repris, en effet. Et c'est ça, c'est la fin d'un monde. Mais ça n'est pas forcément dénué d'espoir parce que ça peut être également un renouveau.